Alors j'en ai vu qu'une toute petite partie, mais chaque fois, je trouve des gens très pauvres, très maltraités, pas tous, mais très souvent vraiment quand même, qui vivent avec peu d'argent et qui, exaspérés par ces difficultés à vivre au milieu du spectacle de luxe des riches qui se cachent pas, qui exhibent leur richesse de façon ostentatoire et insultante et révoltante. Ces gens-là sortent de chez eux et refont société. Vraiment, c'est ça, quoi. Ils se construisent des cabanes, des abris, ils se font à manger, et quand ils en parlent, ils sont contents d'y retourner, comme si c'était une espèce de nouvelle famille, de gens sympas comme tout. Et ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Ils parlent de leur honte d'être pauvres et qui se transforment en colère. C'est remarquable. Je trouve ce qui est... Il y a plusieurs points que je trouve remarquables et exemplaires. Ils nous ressemblent, ils nous ressemblent sur presque tous les sujets et ils font ce que nous devrions tous faire. Ils sortent de chez eux. Donc ils s'arrêtent de regarder la télé et ils sortent de chez eux. Ils affrontent, ils refont société, ils se mettent ensemble sur des lieux de passage et ils affrontent le froid, la pluie, même la nuit, ils restent la nuit. Enfin, c'est dur, quoi. Hein. Obstinément, depuis plus d'un mois. Et puis ça a l'air d'être... ils ont l'air d'être prêts à continuer. Et premier trait caractéristique, je trouve, ils cachent leur drapeau. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils veulent plus entendre parler de politique. Alors, pourtant, de mon point de vue, ce qu'ils font est très politique, au meilleur sens du terme. Mais quand ils disent ça, je pense qu'ils pensent aux politiciens, c'est-à-dire aux professionnels de la politique qui leur mentent depuis si longtemps qu'ils en ont soupé. Et ils disent, alors je le traduis comme ça, on ne veut plus de politiciens, on ne veut plus de ces querelles incessantes et stérilisantes. Extrême gauche, extrême droite, gauche, droite, ils y voient des mensonges, ils voient bien que les gens élus à gauche sont en fait des traîtres qui mènent des politiques de droite, donc ils ne veulent plus entendre parler des divisions gauche-droite, et je crois que c'est une des puissances inouïes de ce mouvement, parce que taire les querelles intestines, la zizanie, faire disparaître la zizanie, c'est rendre possible un mouvement unitaire. Et ça, c'est absolument décisif. Ça n'est pas le seul point décisif, mais c'est un des points absolument essentiels. Le mouvement est menacé sûrement par la zizanie. Je ne sais pas si ce sont des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche qui, se révélant à l'intérieur du mouvement et se mettant pour l'extrême droite, se quereller avec ceux qu'ils appellent des gauchistes, ou si ça viendra par des gens de l'extrême gauche qui, se révélant et signalant et dénonçant ce qu'ils appellent des fascistes. Finalement, je ne sais pas lequel des deux, c'est peut-être les deux à la fois. Il y a un risque de zizanie, mais pour l'instant, je trouve qu'il y a une résistance à cette division qui est tout à fait significative. Les humains en question, là, et je trouve ça exemplaire, s'en prennent aux causes de leur misère, et ça c'est un deuxième trait caractéristique, mais de façon unitaire. Et alors, sur les causes de leur misère, ce qui est tout à fait remarquable, c'est un deuxième point, c'est que après avoir assez rapidement listé des doléances, c'est-à-dire des requêtes, des demandes d'en bas adressées à des élus en haut,
sur le plan législatif, ils ont besoin que soient prises des tas de décisions. Bien, la liste de leurs doléances est tout à fait remarquable. C'est bien ciblé, c'est bien formulé. C'est effectivement les décisions dont ils ont besoin et dont nous avons besoin tous. Quand ils parlent de la suppression du CICE, qui est un gaspillage éhonté de 40 milliards par an, alors qu'il y a tant de gens qui manquent du nécessaire, oui, il faudrait bien supprimer, il faudrait prendre la loi de suppression du CICE. Et donc, toute une série de doléances exprimées du bas vers le haut, vers nos maîtres, en disant « moins d'impôts, s'il vous plaît, moins d'impôts, plus de salaires, on voudrait arrêter de crever, on voudrait plus de services publics, arrêter de détruire l'hôpital, arrêter de vendre les barrages, les autoroutes, etc. » Donc, premier geste, bien sûr, comme tous les peuples du monde quand ils se révoltent, réclamer que soient prises des décisions législatives pour améliorer leur sort. Mais ce qui me semble tout à fait décisif et remarquable, révolutionnaire, et exemplaire, c'est qu'au milieu de ces doléances, il y a comme une pépite ou une étoile, un truc qui brille et qui n'est pas de niveau législatif comme les autres doléances, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Et c'est quand j'ai vu ça, moi, que j'ai percuté. Je me suis dit, il y a quelque chose de tout à fait providentiel, étonnant dans ce mouvement. C'est que les révoltés, les insurgés, là, mettent en avant non pas seulement des lois à prendre, mais le RIC, c'est-à-dire une façon d'écrire les lois. Et c'est très différent, ça, parce qu'on n'est plus au niveau législatif, on est au niveau constituant, on est au-dessus des lois, et on ne parle plus des lois à prendre, mais de la façon d'écrire les lois et de notre place dans l'écriture des lois, de notre initiative. Tout ça est absolument décisif. Et alors, dans un premier temps, avec l'habitude que nous avons d'être traités comme des enfants par nos élus, et donc l'habitude de demander à ceux qui décident, c'est-à-dire nous ne décidons rien, hein, dans cette soi-disant démocratie, nous ne faisons qu'élire, c'est-à-dire que nous renonçons à voter. C'est un autre qui va voter à notre place, c'est celui que nous élisons, c'est l'élu qui va tout voter, qui va tout décider. Et habitué à cette soumission, à cette infantilisation, les Gilets jaunes mettent le RIC dans les doléances et donc s'apprêtent à demander au maître cruel, donnez-nous s'il vous plaît le RIC. Mais il y a une contradiction, enfin il y a une impossibilité. On ne peut pas demander au maître qui a pris tous les pouvoirs, que moi j'appelle des voleurs de pouvoir, on ne peut pas leur demander de nous rendre le pouvoir, ils le feront jamais, évidemment. Et s'ils le font, si les élus parlent d'instituer eux-mêmes un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, je vous prédis que par la force des choses, que parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, ces élus vont instituer un faux RIC, un fake, un référendum d'initiative citoyenne qui sera si bordé, si empêché par un Conseil d'État, un Conseil constitutionnel, un Parlement, toutes sortes de verrous oligarchiques, et puis des seuils trop élevés, que sais-je encore, des domaines interdits, que sais-je encore. Il y aura tant de verrous et de limites que vous n'aurez pas institué votre puissance populaire comme vous le souhaitiez en mettant référendum. Donc, en fait, ce dont ils sont en train de s'apercevoir, et ça prend à toute vitesse, c'est un mouvement qui se répand comme une traînée de poudre, et c'est tout à fait spectaculaire. Ils sont en train non plus de revendiquer, de demander un RIC, ils sont en train de s'entraîner à l'écrire eux-mêmes. Parce qu'ils demandent un RIC en toute matière, ETM en toute matière. Ils ne veulent pas de limite, ils veulent une vraie souveraineté populaire. Et écrit par nous-mêmes, EPNM. En toute matière, écrit par nous-mêmes. Mais là, il y a une prise de conscience que je trouve historique, véritablement subversive, révolutionnaire, et qui devrait permettre, si elle s'étend à toute la société, donc c'est pour ça que je trouve que c'est exemplaire, c'est-à-dire que si tous les citoyens reprenaient à leur compte cette exigence, cette volonté,
On ne demande plus rien aux élus, on n'a pas besoin des élus, de leurs médias, on n'a plus besoin des institutions actuelles. Un adolescent qui a obéi toute sa vie, comme un électeur qui a obéi toute sa vie à ses élus, ne demande pas, quand ça lui prend d'être libre, quand il devient adulte, il ne demande pas l'autorisation à ses parents. Il se libère, il s'en va. Et c'est ça que les Gilets jaunes sont en train de penser, et de plus en plus nombreux. Et quand ils seront devenus la majorité, et plus encore, c'est-à-dire que quand le corps social va achever de faire passer l'idée que si nous voulons nous émanciper des riches, il faut que nous apprenions à instituer nous-mêmes notre puissance, nous voulons instituer nous-mêmes notre propre puissance politique. Il n'y a pas besoin de 10 mots. En moins de 10 mots, les Gilets jaunes sont en train de résumer la cause commune des peuples du monde. Ce n'est pas limité à la France, tout le monde est concerné sur Terre. L'élection donne le pouvoir aux riches depuis 200 ans, ça donne le capitalisme, ça donne un système d'oppression maximum, mais rien n'interdit aux riches de revenir au 19e siècle, c'est-à-dire pas de droit du travail, pas de sécurité sociale. Les riches, abandonnés à leur hubris, à leur démesure, nous donneront un monde qui n'est pas théorique. Nous savons déjà, on a déjà vécu le monde des riches qui dirigent tout sans limite. C'est le 19e siècle, c'est Zola, Dickens. Et donc, dans les caractéristiques des Gilets jaunes, exemplaires, révolutionnaires, tout à fait spectaculaires, je trouve qu'il y a cette volonté unitaire, donc de masquer volontairement, parce qu'elles nous affaiblissent, les querelles intestines. Quand l'extrême gauche déteste l'extrême droite, qui déteste l'extrême gauche, et qui refuse la moindre alliance de haut niveau pour instituer la puissance populaire, ces gens-là nous coupent en deux et nous empêchent à tout jamais de gagner quoi que ce soit. Coupés en deux, nous perdrons toujours. Alors que là, en cachant volontairement les étendards pour se hisser au niveau constituant et instituer une puissance populaire de façon unitaire, et puis on se disputera après, une fois qu'on aura... Bien sûr que je ne dis pas que les querelles législatives sont secondes ou peu importantes, elles sont essentielles. Et il y a des choix de société à faire au niveau législatif, tout à fait décisifs, et qui méritent des débats et des choix populaires, bien sûr. Mais ça me paraît logique et puissant et prometteur de mettre au premier rang, mettre en priorité, parce qu'en plus ils sont en train d'en faire une priorité. Les Gilets jaunes, mais c'est tout à fait c'est comme un raz-de-marée. Ils ont compris qu'avec un vrai RIC, donc écrit par eux-mêmes, ils vont obtenir les 40 points et d'autres encore. Ils vont arriver, ils vont devenir souverains. Mais une souveraineté digne de ce nom, qui n'est pas une souveraineté complètement bridée qui est écrite par les représentants. Non, non, une souveraineté débridée qui est écrite par les représentés. Conscients de ça, ils ont fait du RIC très vite, tous, partout. C'est tout à fait... On dirait qu'on est arrivé à une époque... vous savez, c'est Victor Hugo qui disait « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». On dirait que l'idée de la souveraineté, instituée par nous-mêmes, son heure est venue. Alors peut-être, évidemment, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Probablement les riches vont-ils tout faire pour morpionner ce mouvement, l'abîmer, le dégrader, le dévoyer. À mon avis, la zizanie est une des façons de faire. Une autre façon, je suis trop long, pardon, mais une autre façon de faire va être pour le système, comme ils le font avec moi, d'associer tout le mouvement, ou son idée centrale, le RIC, écrit par nous-mêmes, en toute matière, d'associer cette idée à un bonhomme, à moi en l'occurrence, mais si ce n'est pas moi, ce sera un autre, l'associer à un bonhomme, et ensuite saloper le bonhomme, dire qu'il est fasciste, ou qu'il mange des enfants, enfin je ne sais pas ce qu'ils vont inventer, mais en associant l'idée à un bonhomme, et ensuite le bonhomme, en le discréditant, on a discrédité l'idée, et il se dispense ainsi d'argumenter. Il n'y a plus besoin d'argumenter, il n'y a qu'à dire le RIC c'est une idée fasciste, regardez, c'est un bonhomme, le bonhomme est un fasciste, ce qui est une extravagance. Le RIC est une idée antifasciste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour un tyran.
Alors, c'est difficile de prévoir l'avenir. Celui qui se hasarde à prévoir l'avenir s'expose à des déconvenus. On va voir. Mais il me semble ce qui est souhaitable, mais je me trompe peut-être, hein, je vous donne là mon avis, je sais que je peux me tromper, mais il me semble que les mutations intellectuelles des électeurs enfants en citoyens adultes désirant instituer leur propre puissance. C'est une mutation qui me paraît historique. Cette mutation, elle a lieu rond-point par rond-point. Je dis souvent, ils me font penser à des communes libres, à un péage qui est en train d'écrire les règles de sa représentation. C'est comme une commune libre qui est en train d'instituer les règles de la représentation pour rester libre. Ça me fait penser à Proudhon et la Fédération des communes libres, qui est un idéal remarquable. Et rond-point par rond-point, les humains sont en train d'apprendre à faire société en commençant, avant de désigner des représentants, en commençant par écrire les règles de la représentation. Ce mouvement qui est en train de se répandre, avec des humains qui réfléchissent aux règles de représentation, donc qui écrivent des articles en disant comment on désigne nos représentants. Est-ce qu'on les élit? Est-ce qu'on les tire au sort? Quel mandat on leur donne? Est-ce que nos représentants qui quittent le rond-point pour aller discuter au calme, parce qu'il y a beaucoup de klaxons, il y a beaucoup de bruit sur les ronds-points, puis il fait froid, donc ils se mettent un peu à l'écart pour aller réfléchir. Est-ce que leur mandat, ces gens que nous désignons comme représentants, est-ce que leur mandat c'est de voter à notre place, donc de prendre des décisions à notre place, et puis ça tourne, donc c'est pas toujours les mêmes, ou bien est-ce que leur mandat c'est de préparer les décisions raisonnablement, et puis de revenir sur le rond-point, de revenir sur le péage, et de nous les proposer, et nous les votons. Ces questions-là, elles sont exemplaires. Tous les citoyens devraient se poser les mêmes questions. Donc c'est comment on établit une constitution, et comment nous constituons nos élus ou nos tirés au sort, et quel mandat nous leur donnons. Donc ils sont en train de s'habituer, dans leur commune libre du péage du pont de l'Étoile, par exemple, ils sont en train de s'habituer à instituer leurs représentants. Donc écrire eux-mêmes les règles de représentation. Quel mandat? Ensuite, quel contrôle? Comment est-ce qu'on va contrôler nos représentants pendant qu'ils vont être en train de nous représenter, par exemple, chez le Premier ministre? Ou bien avec d'autres gilets jaunes sur d'autres communes libres, d'autres ronds-points, d'autres péages? Quand ils vont aller négocier, discuter, comment on peut vérifier la façon dont ils nous représentent? Mais ils ont déjà inventé le truc, hein, avec des téléphones. Nous avons tous des téléphones qui permettent de le faire. Leur mission, leur consigne, institutionnellement, dans les articles qui sont écrits, ils ne peuvent pas nous représenter sans poser sur un meuble, un peu loin pour qu'il y ait du champ et que nous voyions ce qui se passe. Une session live Facebook, au passage d'ailleurs, il faudra sûrement que si on écrit toute une constitution, il faudra que nous prévoyions d'instituer un réseau social public, parce que Facebook c'est privé, et c'est filtré on ne sait pas comment, mais donc il faudrait que la puissance publique ait l'obligation dans une constitution de créer des réseaux sociaux sous contrôle citoyen, c'est un outil dont nous avons besoin. Et donc les représentants, dans ce que j'ai vu, instituent l'obligation pour le représentant de poser son téléphone sur un meuble dans le lieu de la représentation, et puis de créer une session live Facebook pour que tous les représentés, soit ceux qui sont sur le rond-point, soit ceux qui sont chez eux, parce que ça tourne, hein, sur un rond-point, ou sur un péage, ou sur un lieu d'occupation, sur une commune libre, vous avez une partie seulement du peuple, puisque il y a une rotation en fait, hein, mais avec le live Facebook, tous ceux, même ceux qui sont chez eux en ce moment, peuvent surveiller la façon dont se déroule la représentation, peuvent regarder leurs représentants en train de les représenter, puis peuvent regarder la façon dont les interlocuteurs sont en train de négocier, avec quels arguments. Et puis, dernier point de la représentation, ils écrivent la révocation, le droit de révoquer, donc le droit de punir le représentant dont ils ne sont pas contents. Et c'est tout à fait étonnant la façon dont ils sont inventifs. Ils disent, mais si on les voit en train de nous représenter et qu'on trouve qu'ils sont en train de nous trahir, il faudrait qu'on puisse
leur retirer notre accréditation. Au moment où on les voit en train de nous trahir, il faudrait qu'on puisse leur retirer leur pouvoir. Et donc, les Gilets jaunes avec qui j'en ai parlé, là, me disaient, ce serait bien qu'on ait une application. Et il y a une cinquantaine de jeunes développeurs qui sont en train, à base de blockchain, qui sont en train de développer des applications qui nous permettraient d'appliquer le RIC tout de suite et d'appliquer nos institutions tout de suite sans attendre que le gouvernement ou les élus nous le donnent. Et ce qu'ils disaient, c'est que ce qui serait bien au niveau de la sanction, c'est le quatrième jeu de règles au niveau de la représentation, au niveau de la sanction, ce qui serait bien, c'est que quand nous votons pour représenter quelqu'un, par un système, une plateforme enregistrerait nos votes et validerait le fait que tel bonhomme ou telle bonne femme, tel individu, telle personne a le mandat de nous représenter, sur son téléphone apparaîtrait dans une application qui serait programmée pour ça, un fond vert qui dirait « Je suis un représentant validé par ma communauté ». Et pendant la négociation, l'écran serait vert, signe qu'il peut négocier. Et puis si on s'aperçoit avec le live, on s'aperçoit qu'il est en train de nous trahir, on peut voter sur la plateforme pour dire « Mais moi je lui retire ». Le pouvoir que je lui avais donné, il me représente mal. Il pourrait d'ailleurs avoir sur l'écran du représentant, il pourrait y avoir un chat, une zone de chat qui permet d'afficher en gros des messages en disant « Attention, là, il y a un risque, il faut que tu arrêtes ». Et puis si on lui retire son accréditation, son écran devient rouge, il n'est plus légitime pour nous représenter. Enfin, c'est une petite partie de ce que nous pouvons inventer à partir du moment où nous réfléchissons nous-mêmes, nous les représentés, aux règles de la représentation, nous instituons de véritables contrôles et des raisons d'avoir moins peur de nos représentants. Et ensuite, nous pourrons, quand nous aurons écrit ces règles, nous pourrons désigner des représentants, parce que nous avons besoin de représentants, mais des représentants sous notre contrôle, des représentants qui n'ont pas écrit eux-mêmes les règles de la représentation. Donc ça, ce que j'observe là, ça a lieu sur tous les ronds-points, enfin sur beaucoup de ronds-points, c'est en train de se répandre, et il me semble que ça, c'est extrêmement révolutionnaire. Écrire nous-mêmes les règles du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire notre rôle dans le processus législatif, et écrire nous-mêmes les règles de la représentation, c'est-à-dire les règles sur le mandat, sur le contrôle, sur les punitions des représentants, tout ça est décisif. Et je dis le niveau monte, c'est-à-dire qu'il y a une conscience démocratique, digne de ce nom, je parle de vraie démocratie. Il y a une conscience qui monte et qui devrait être préservée. Préservée comment ? Je vois des tas de jeunes gens sur les ronds-points qui brûlent dans des coudres, ils sont pleins de testostérone, ils veulent aller se battre. Et ça, c'est le deuxième risque, à mon avis, du mouvement. Si le mouvement devient violent, va chercher la castagne à Paris, se regroupe et puis engendre des rapports de force, c'est un grand risque, parce que là, il ne se passe rien de décisif. Oui, peut-être, oui, bien sûr. Bien sûr que les Gilets jaunes sont capables de tout bloquer et sont capables de destituer Macron. Oui, probablement. Mais on aura raté ce qui est tout à fait... Si on vire Macron, là, on va avoir... Donc on va se débarrasser d'une canaille, mais on va en avoir une autre à la place. Si vous ne changez pas les institutions, vous allez avoir un autre gredin. Et finalement, vous n'aurez que déplacer, reporter l'exploitation. Et elle va continuer. Alors que si vous vous préparez à changer les institutions, et vous changez le cadre, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus durable, c'est beaucoup plus émancipant. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus prometteur que d'aller castagner, se castagner avec les policiers beaucoup trop tôt, alors qu'on ne sait pas encore mais le monde qu'on va mettre à la place. Donc, il me semble que les Gilets jaunes, mais bon, c'est évidemment pas moi qui décide, mais de mon point de vue, il faudrait qu'ils se préoccupent de rester populaires, donc il faut pas qu'ils bloquent, il ne faut pas qu'ils ralentissent les gens. Il faut qu'ils leur parlent, il faut qu'ils parlent aux gens pour que de plus en plus de citoyens deviennent gilets jaunes. Et surtout, il faut qu'ils leur facilitent la vie. Quand chez moi, dans le sud-est, là, les gilets jaunes ouvrent les péages. Et donc ils rendent service à des tas de gens, des pauvres gens pour qui c'est très cher le péage. Les gens qui vont de Marseille à Aix-en-Provence payent une fortune
pour un truc qui devrait être gratuit. Nous avons déjà payé les autoroutes. C'est incroyable que les gredins qui nous gouvernent, c'est scandaleux qu'ils aient vendu à vil prix des concessions sur les autoroutes, alors qu'elles devraient, c'était le moment de les rendre gratuites, et puis que les canailles, les fripouilles qui ont acheté ces concessions, maintenant nous raquettent littéralement en faisant exploser les prix des péages. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est au vitriol contre ces agissements, et les Gilets jaunes, en libérant les autoroutes, rendent justice au peuple, et notamment aux petites gens. J'ai vu une dame qui me disait, une jeune femme qui vit seule en temps partiel contraint, donc avec très peu d'argent avec sa fille, et qui me disait, c'est tout à fait poignant, qui me disait, les Gilets jaunes, en me libérant le péage, m'ont fait gagner de quoi offrir un cadeau à ma fille à Noël. Donc, si vous voulez, c'est à la fois justice, c'est une pression sur les bonnes personnes, une pression sur les gens qui nous oppriment, qui nous volent, et ça rend le mouvement, ça entretient la popularité du mouvement, et donc ça permet au mouvement de durer. Si vous bloquez tout, le mouvement va s'arrêter. Oui, c'est vrai, vous pouvez tout bloquer. Oui, c'est vrai, vous pouvez renverser Macron, mais le mouvement va s'arrêter. Alors qu'il y a une espèce de naissance, je ne dis pas de renaissance, il y a une espèce de naissance au monde d'une conscience démocratique historique, avec une exigence d'écrire nous-mêmes les institutions. C'est tout à fait majeur et décisif. Et c'est complètement idiot de tuer le mouvement, soit en nous divisant, sottement sur des querelles législatives qui sont pas du même niveau d'urgence et de bouleversement, en se hissant au niveau constituant, le RIC d'abord, mais ensuite les médias et ensuite la monnaie. Comment crée-t-on la monnaie? C'est beaucoup plus important et bouleversant, émancipant de se hisser au niveau constituant et de se donner le temps que ça se généralise dans les têtes des différentes personnes. C'est beaucoup plus important que d'aller se castagner et de faire une énième révolte qui va se terminer en énième défaite et retomber dans l'impuissance. Donc, à mon avis, les deux dangers à éviter, c'est la zizanie et la violence. Il viendra un moment où, ayant massivement muté en citoyens constituants, on est devenu la majorité. Ce n'est pas le cas encore, et tant qu'on est minoritaire comme nous le sommes, on est profondément illégitime à renverser un gouvernement. Il n'y a aucune raison d'accepter que la minorité que nous sommes encore renverse un gouvernement. Il n'y a aucune légitimité. C'est trop tôt. Par contre, nous transformons, c'est tout à fait historique ce qui se passe, nous transformons en constituants, nous entraînons à écrire des articles, donc apprenant à vouloir autre chose. Un autre cadre, un cadre dans lequel nous sommes devenus souverains. Si nous devenons majoritaires, et même largement majoritaires, parce que 80% des gens déjà veulent le référendum d'initiative populaire. Donc cette exigence du référendum d'initiative populaire du petit groupe des Gilets jaunes, elle ne demande qu'à s'étendre à toute la société. La société aspire à ça, dans tous les sondages. Donc il faut donner juste le temps de généraliser cette aspiration à toute la société. Et là, quand on va sortir, mais en masse, ça ne va plus être 300 000 ou 500 000 ou 1 million de personnes, ça va être des millions de personnes qui vont se présenter aux portes du pouvoir, mais avec toute la société derrière elles. Bon, ben là nous serons devenus, on n'y est pas encore, hein, nous serons devenus, mais c'est peut-être dans pas longtemps, c'est peut-être dans 15 jours, 3 semaines, ça dépend de la vitesse à laquelle on va constituer, mais nous serons devenus légitimes. Et quand on est légitime, parce qu'on est très nombreux, pensez aux rues du Caire. Vous savez, quand ils ont chassé les tyrans au Caire, c'était pas une rue noire de monde, c'était toutes les rues du Caire noires de monde. Bon, ben, imaginez la même chose à Paris, il va se passer la même chose pour les mêmes raisons, c'est que les policiers et les militaires vont prendre acte de cette nouvelle légitimité qui est évidente, quoi, par le très très grand nombre. Et puis ils ont les mêmes intérêts, hein. Les policiers sont maltraités comme nous. Et ils vont lever les crosses, ils vont retirer les casques. Et à ce moment-là, quand les policiers approuvent cette nouvelle légitimité, le pouvoir est nu. Les hommes qui nous martyrisent, là, les hommes en cravate et en costard, là, qui nous martyrisent, ils peuvent le faire parce qu'ils ont l'armée et la police. Et si la police, l'armée passent du côté de cette vague démocratique, mais vraiment massive, ils s'en iront, il n'y aura pas d'effusion de sang là, je veux dire, mais c'est trop tôt, on n'y est pas encore, on n'est pas assez nombreux pour être légitime.
Moi, ça fait 13 ans, 10 ans, 13 ans que je travaille là-dessus, et j'y travaille sans savoir ce qui va le déclencher. J'ai pas besoin de savoir quel va être le prétexte, l'étincelle qui met le feu aux poudres. J'ai pas besoin de savoir ça pour me donner du mal. Je me donne du mal parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ça va servir. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse de notre mieux. Le fait qu'on ne sache pas le jour où va se jouer le match et qu'est-ce qui va faire que ça se joue, ça n'a aucune importance. Je n'ai pas besoin de savoir ça pour me donner du mal. Ce que je sais par contre, c'est que si je ne m'entraîne pas au moment de jouer le match, je serai nul, quoi. Hein. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est qu'on s'entraîne à écrire des articles de constitution. Les articles qui vont bien, il n'y a pas besoin d'écrire tout, mais il faut qu'on apprenne à donner de l'importance à ce fichu texte. Pour l'instant, ce texte est notre prison. C'est là-dedans que nous n'existons pas. C'est dans ce texte que nous sommes absents, que nous n'avons aucun pouvoir. C'est là, dans la Constitution, que nous sommes tenus à l'écart du politique. Pourquoi est-ce que dans tous les pays du monde, il n'y a que des anti-constitutions, qui sont des prisons? C'est parce que nulle part, ce sont les représentés qui écrivent les règles de la représentation. Hein, une constitution, c'est les règles de la représentation. Le jour où nous serons décidés et entraînés à écrire ces règles, il va se passer une mutation politique majeure et, à mon avis, universelle, parce que ça concerne tout le monde sur Terre, ça. C'est un démagogue, c'est quelqu'un qui ment pour être élu, réélu, pour être aimé. Mais le projet européen, c'est un projet de dépossession politique des nations et donc des peuples. Nos représentants, en transférant la souveraineté nationale au niveau européen, ont disposé d'un bien précieux, la souveraineté, c'est-à-dire le droit de décider, le pouvoir de décider, l'ont transféré alors qu'ils n'en étaient pas propriétaires, les représentants, mais en aucun cas. C'est de la trahison stricto sensu. Et comme nous n'avons pas de constitution pour punir les traîtres, eh bien nous sommes impuissants et les traîtres continuent. Mais c'est parce que nous n'avons pas de constitution que les traîtres qui nous dirigent ont pu abandonner la souveraineté nationale à des institutions européennes hors contrôle, ce qui est scandaleux. Mais les scandales sur l'Union européenne, il y en a 30. Il y a 30 scandales absolus enfin, il faut sortir de l'Union européenne, c'est une évidence, quoi. Hein. Alors après ça, il vient nous raconter 1000 sornettes, mais enfin bon, l'élection porte au pouvoir les meilleurs menteurs. Donc là, on a un spécimen exceptionnel. C'est un menteur de première bourre. C'est un oxymore, la souveraineté, ou sauf si on dit c'est la souveraineté des banques et des multinationales. Oui, voilà, la souveraineté européenne, c'est la souveraineté des banques et des multinationales. Mais ça n'a plus rien à voir avec la souveraineté populaire. Donc les peuples se sont fait trahir par leurs représentants, qui leur ont volé le pouvoir et qui l'ont donné aux grands marchands. Enfin, c'est scandaleux, c'est littéralement scandaleux. Et les mêmes marchands ont acheté les journaux, tous les journaux du pays, sont achetés par 9 milliardaires, de façon à nous répéter ad nauseam tous les jours. Goebbels en aurait rêvé. Les tyrans savent bien qu'un mensonge répété 100 fois, ça reste un mensonge, 1000 fois, ça reste un mensonge, mais répété 1 million de fois, ça devient une vérité, mais c'est une escroquerie. Les journaux ne devraient pas être appropriables par les riches. D'ailleurs, dans les institutions que nous sommes en train d'écrire, avec les Gilets jaunes, là, on est en train d'écrire des institutions du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, et parmi les mentions très importantes qui disent comment se déroule la mise en scène des conflits, l'éclairage de l'opinion entre l'initiative, ça y est, elle est votée, nous sommes 100 000 par exemple à avoir déclenché l'initiative, entre l'initiative et le vote du référendum, c'est-à-dire l'expression d'une volonté par la population, par le peuple, il y a un long délai, au moins 6 mois, peut-être 1 an, ça dépend de la difficulté de l'éclairage, pour éclairer l'opinion. De toute façon, on ne peut pas les empêcher. Chacun est libre d'aller se présenter aux élections, ils font ce qu'ils veulent, on s'en fout. Voilà, on s'en fout.
c'est complètement... C'est une diversion, ça sert à rien. Et vous allez faire un mouvement des Gilets jaunes qui présente des candidats à l'élection du Parlement européen. Le Parlement européen n'a pas de pouvoir. Le Parlement européen, c'est un Parlement croupion. Il n'a même pas l'initiative, il n'est même pas législateur, il est co-législateur. C'est-à-dire qu'il est cornaqué par, dans les quelques domaines où il peut légiférer, il est cornaqué par un Conseil des ministres, qui s'appelle même plus des ministres, parce que comme ça on ne voit pas que c'est un exécutif, on ne voit pas la confusion des pouvoirs, mais c'est un Conseil des ministres, qui cornaque le soi-disant Parlement, mais qui n'est pas un vrai Parlement, qui n'a aucune souveraineté. Et puis il y a plein de sujets les sujets les plus importants, hein, la concurrence, le marché, tous ces sujets, le droit social, des pans entiers du droit qui sont retirés au Parlement européen. C'est une pantalonnade. Le Parlement européen, c'est un leurre. Donc, aller candidater pour... Alors, c'est sûr que les gens qui seront élus au Parlement européen, ils seront riches. Hein, ils vont être très bien traités, ils vont être très bien payés, exonérés d'impôts. C'est des fromages, mais ça n'a... vous changerez pas les choses avec des députés, surtout qui sont très, très nombreux. Donc, un député au Parlement européen, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et donc, on ne peut pas les empêcher. S'ils veulent faire une liste, qu'ils la fassent. Mais que les Gilets jaunes ne se laissent pas duper par cette initiative, qui reste bien sur la position RAF, quoi. Hein. Rien à foutre. Voilà. Rien à foutre. Je veux dire, ce que sont en train de faire les Gilets jaunes sur les ronds-points est 1000 fois plus important que d'aller se présenter aux élections. Mais je vous rappelle que l'élection est un processus de dépossession politique. Quand j'élis, quand je mets le bulletin dans l'urne, je ne vote pas. Élire n'est pas voter. Élire, c'est précisément le contraire de voter. Quand j'élis, je renonce à tout jamais, enfin pour les 5 ans, je renonce complètement à voter. C'est-à-dire que je m'infantilise. C'est humiliant d'élire. C'est dégradant, c'est-à-dire qu'on me ravale au rang dégradant d'électeur. Élire, ça veut dire, je désigne mon maître, celui qui va tout voter à ma place. C'est pas une solution. Je vois les oligarques, là, les éditocrates qui tiennent le crachoir partout sur les ondes et qui disent il faut rendre la parole au peuple. Et ils lui proposent quoi? D'élire. Et c'est pas rendre le pouvoir au peuple que de lui permettre de désigner de nouveaux maîtres. C'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, ça devrait être rendre au peuple l'initiative et le droit de voter loi par loi, de voter les lois. Ça, ce serait rendre la parole au peuple. J'ai aucun problème avec le fait que ma pensée soit contestée. Je veux dire, je passe mon temps dans les controverses depuis 10 ans. Les controverses, il n'y a rien de plus formateur. On ne progresse que dans la contradiction. J'ai aucun problème avec le débat contradictoire. C'est très précieux. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe, là. Ce que font Geoffrin, Apathy, Barbier, toute la bande des voleurs de parole, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils diffament leurs adversaires. Donc, ils les accablent des pires injures. C'est littéralement, c'est infamant ce qu'ils disent. Et sans permettre à leurs victimes de se défendre. Non mais qu'est-ce que c'est que... Dans quel pays vit-on? Un journaliste, c'est pas ça. Enfin, je sais pas, il me semble, hein, il y a une charte des journalistes, la charte de Munich, dont l'article 9 dit qu'un journaliste, c'est pas un propagandiste. C'est quelqu'un qui donne la parole, mais qui prend pas position. Un journaliste, c'est une sentinelle du peuple, c'est quelqu'un qui défend le peuple. Mais là, on a l'impression ce sont tous des ennemis du peuple. C'est parce qu'ils ont été achetés. Ils ont été achetés par les riches. Bon, donc c'est pas des journalistes. Et en plus, ce sont des couards, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'assumer la controverse face à face sur le fond de ce qu'ils décrivent. Donc, ils parlent de séditieux. Mais je vous rappelle que la Déclaration des droits de l'homme, c'est de 93, proclame un droit à l'insurrection, un droit à la résistance à l'oppression. Or, il nous opprime. Alors, je répète ce que je disais tout à l'heure, si nous sommes peu nombreux, nous ne sommes pas légitimes à renverser un gouvernement quel qu'il soit. Nous ne sommes pas légitimes.
Mais il y a là un mouvement qui grandit et qui va devenir bientôt, c'est comme ça que je l'imagine, je me trompe peut-être, mais je le vois devenir très largement majoritaire. Et s'il devient majoritaire, unitaire, majoritaire et constituant, c'est-à-dire contestant la légitimité des représentants qui ont institué leur puissance et notre impuissance, ben là, c'est plus du tout de la sédition, c'est un corps social qui veut autre chose que ce qui est, et comme il est majoritaire et unitaire, il devient profondément légitime à demander un changement de fond, un changement du cadre. Et c'est pas du tout ça dont il est question dans la bouche d'Apatie, de Couturier, Barbier et tous ces voleurs de pouvoir qui sont incapables de soutenir un débat sur le fond. Je veux dire, ils m'accusent, ils me diffament, ils me discréditent, mais sans être capables, ce sont des pleutres, ils ne sont pas capables de me prendre en face. Ils ne sont pas capables de me prendre en face à face pour discuter du fond. Ils sont juste capables de dire, Chouard, c'est un fasciste. N'importe quoi. En plus, c'est totalement inversé, c'est de l'inversion accusatoire. C'est grotesque de me traiter de fasciste. Mais ça leur permet simplement d'éviter le débat de fond qu'ils sont incapables de tenir. Ces gens-là ne sont pas capables de me démontrer, de me prendre dans une controverse scientifique de base, enfin une controverse politique. Sur le fond, je dis scientifique, je veux dire sur le fond des choses, quoi. Quelle est la légitimité de l'élu constituant, de l'élu qui écrit lui-même les règles de son propre pouvoir, qui écrit lui-même les limites. Cette légitimité est nulle. C'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation. Mais je mets au défi ces voleurs de pouvoir qui trustent la parole, là, qui monopolisent la parole. Je les mets au défi, mais je les prends à 3. Hein. Je veux bien qu'ils soient 3 en face de moi. Mais ils ont les jetons. Je veux dire, ces gens-là me traitent d'incapable, d'incompétent, me traitent d'ectoplasme. Comment ils disent ? Demi-portion intellectuelle. Ouais, bah, si je suis une demi-portion, bah, vous n'en ferez qu'une bouchée. Eh ben, invitez-moi en direct, parce que sinon vous allez truquer, hein, je veux que du direct, et en face à face. Et puis vous allez voir que c'est pas si simple. Ils ont du mal avec le message qui est trop puissant, et ils sont obligés de taper sur le messager. Et tout le monde le voit, ça. C'est une... donc, c'est ça. Les Gilets jaunes sont en train de donner une puissance à cette idée populaire, populiste, bien sûr populiste, mais c'est un beau mot populiste. Le populiste s'occupe du peuple comme le pianiste s'occupe du piano. Enfin, je veux dire, c'est chacun ses priorités. C'est pas mal d'être populiste. Dans leur bouche, on dirait que c'est une... Mais ce sont des démophobes, ce sont des antidémocrates, ce sont des ennemis du peuple. Alors bien sûr, dans leur bouche, populiste, c'est un gros mot. Voilà, c'est une lutte des classes. Il y a une lutte de classes. Vous avez la classe des possédants qui est en train d'avoir peur pour ses privilèges et qui diffame les mouvements d'insurrection, qui en peuvent plus de la domination, qui les diffament, qui les disqualifient, mais qui n'osent pas organiser le face-à-face loyal sur le fond. La principale différence, c'est l'impossibilité ontologique, dans son être du mouvement Nuit debout, à être unitaire. Ceux qui ont pensé, organisé, animé Nuit debout ne voulaient pas de ce qu'ils appelaient l'extrême droite. Ils voulaient que ce soit un mouvement de gauche, c'est-à-dire que ce soit qu'une partie du peuple. Donc il n'y avait pas cette ambition unitaire. Mais je vous rappelle que l'étiquette extrême droite, elle est extrêmement contestable, elle est floue, elle est variable, elle est complètement mise à l'envers. Le fait que je sois traité, moi, d'extrême droite, est bien la preuve que c'est n'importe quoi cette étiquette. C'est-à-dire que c'est pas fiable. Quand on traite quelqu'un d'extrême droite, c'est pas fiable, c'est trompeur. J'ai vu maintenant que les éditorialistes me traitent d'antisémite. Je ne suis pas antisémite du tout. Du tout. Et le fait qu'on me traite d'antisémite montre que l'étiquette antisémite n'est pas fiable non plus. Il y a des tas de gens qui ne sont pas antisémites, qui sont traités d'antisémites, de façon à les museler, de façon à ce qu'ils se taisent. Oui, mais donc,
un mouvement comme Nuit debout, moi j'ai très intéressé par ce mouvement évidemment, mais je voyais des faiblesses terribles. D'abord le fait que ce soit la nuit, mais de côté tous les travailleurs, tous les gens qui travaillent peuvent pas se réunir la nuit. Je veux dire, la nuit ils dorment parce que le jour ils travaillent. Et donc le fait que ce soit la nuit à mon avis était... Alors c'est moins grave. Parce qu'on pouvait imaginer que ce soit des nuits qui se prolongent et puis ça dépassait la nuit. Il y avait le mouvement Nuit debout, bien sûr, c'était juste un nom. Mais il y avait des tas d'ateliers, je crois qu'il y en avait presque partout, dans tous les Nuits debout, il y avait des ateliers constituants. Donc il y a déjà cette aspiration à aller dans la société depuis longtemps. Mais on y travaille depuis 13 ans. Depuis 13 ans, nous travaillons à la transformation des humains, électeurs, enfants, en citoyens, adultes constituants. Donc c'est normal que ça germe partout. C'est une idée qui grandit. À mon avis, le fait d'avoir coupé en deux le peuple en disant ce mouvement d'insurrection qui est Nuit debout ne concerne que les gens de gauche, bah, de gauche ça ne concerne pas assez de monde. Je veux dire, ça ne sera jamais légitime parce qu'il n'y aura jamais assez de monde. Alors que ce que font les gilets jaunes, c'est unitaire. Ils veulent cacher les différences législatives pour pouvoir se hisser au niveau constituant. Mais ça, c'est très, très, très différent de Nuit debout. Hein. Il y a un sectarisme dans une partie de la gauche. C'est pas toute la gauche. Hein. Moi, je ne suis pas sectaire du tout comme ça, mais il y a une partie de la gauche qui est ultra sectaire. On dirait qu'ils considèrent que les gens avec qui ils ne veulent pas parler, là, c'est comme si c'était des sous-hommes, quoi. Ils n'arrivent pas à considérer leurs adversaires les plus radicaux. Je ne dis pas qu'ils sont équivalents, hein, les mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite, mais je dis que c'est des humains, des êtres humains, avec leur légitimité d'être humain, à opiner politiquement et à discuter. Si on n'accepte pas cette égalité politique entre l'extrême gauche, l'extrême droite et puis tous les humains, si on n'accepte pas ça, on interdit le fait politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique possible, il n'y a que la castagne. C'est déconnant. Donc ce sectarisme-là, il est... Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que c'est mortifère. C'est-à-dire que ça nous empêche, ça empêche le peuple de gagner quelque élection que ce soit, puisque nous sommes comme coupés en deux par une impossibilité de trouver une cause commune. Or, il me semble que cette idée simple et puissante est une cause commune. Nous voulons instituer nous-mêmes notre propre puissance politique. Je n'ai pas besoin de 10 mots, mais ça c'est une cause commune, partout sur Terre. Gauche, droite, centre, toutes les variations au niveau législatif, on verra. On verra après. Instituons d'abord notre puissance, nous voulons instituer notre puissance politique, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux représentants d'écrire les règles de la représentation, c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. On a là une idée, il y a plusieurs façons de la dire, mais c'est la même idée, tout ce que je viens de dire. La même idée qui est une cause commune pour l'humanité, pour sortir des griffes des riches. C'est la meilleure comparaison qu'on puisse faire. Le mouvement des Gilets jaunes me fait penser au mouvement de résistance qui a débouché sur le Conseil national de la résistance. Parce que dans le Conseil national de la résistance, dans la résistance à l'occupation étrangère, il y avait des communistes et des maurassiens. De Gaulle était maurassien. Maurassien, c'est vraiment de la droite dure. C'est aux antithèses, c'est aux antipodes de l'idéal communiste. Donc c'est des gens qui sont au niveau législatif sur les décisions à prendre radicalement opposées, mais qui pour survivre, pour résister à l'oppression, ont été capables de se mettre ensemble. Dans le CNR, il y a une coopération de gens qui sont très profondément opposés sur toutes les décisions à prendre au niveau législatif, mais une coopération pour survivre, c'est-à-dire que les maurassiens se sont mis avec les communistes pour résister à l'occupant. L'Union européenne, à mon avis, c'est un projet d'occupation, c'est un projet de l'extérieur, c'est un projet américain. Il faut voir le travail d'Asselineau là-dessus, il est remarquable. Hein, le projet Union européen, il est maquillé hein, sous forme de projet, de paix, de prospérité, de fraternité. Et en fait, c'est un projet, à l'origine, étranger. L'Empire se débarrasse des provinces dont il pourrait avoir à craindre, en les asservissant. Je veux dire, le projet de l'Union européenne, c'est un projet de domination. Vous voyez bien que vous n'avez plus aucune puissance politique avec ce machin.
Vous n'avez plus aucun... C'est un piège, un piège de dépossession politique. Oui, oui, les Gilets jaunes sont en train de résister à une domination. Et alors, je trouve que leur niveau d'analyse monte. Alors, pas partout, c'est variable d'un rond-point à l'autre, il va y avoir des reculs. C'est le bordel, hein, donc il n'y a pas de chef, donc c'est désordonné. Et donc, il va y avoir des poussées de fièvre ou des comportements très problématiques, voire scandaleux par endroits. Oui, 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 mais enfin, il ne faut pas résumer le mouvement à ça. Dans les caractéristiques très importante du mouvement, il y a son pacifisme. Hein. Alors, je sais bien qu'il y a des mouvements violents, mais vous ne pouvez pas résumer le mouvement à ces violences. Sur tous les ronds-points, j'ai vu que des gens adorables, des gens très 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 gentils. Toutes ces personnes âgées sont incapables d'aller faire la moindre violence. Vous avez des tas de retraités qui protestent contre la misère. Ils se font chasser des ronds-points. Bon, ben, le pouvoir a... Il y a une certaine légitimité du pouvoir, tant que nous sommes peu nombreux, il y a une certaine légitimité à évacuer les points s'il y a un trouble à l'ordre public. Mais de toute façon, les Gilets jaunes, ils sont malins, hein, ils s'en vont du rond-point et puis ils reviennent le lendemain. Hein, donc c'est sans fin ce truc, c'est très bien. Hein. Il faut que ça reste pacifiste, le fait que ce soit pacifique et déterminé, et que ce soit dans les têtes quelque chose qui se transforme pour préparer le rapport de force qui pourra avoir lieu quand on sera devenu très nombreux à nous être transformés dans notre tête, ça c'est tout à fait remarquable. Hein. Unitaire, pacifique, constituant, opiniâtre, prêt à travailler sur la durée, et ciblant bien les actions pour ne pas faire chier les gens, et en ne bloquant pas tout pour que le mouvement puisse durer, parce qu'il y a un processus d'éducation populaire, rond-point par rond-point, péage par point. Il y a une éducation populaire qui est en train d'avoir lieu. Mais donc il faut un peu de temps, il faut laisser du temps à ce mouvement pour que cette éducation permette au plus grand nombre possible de monter au niveau constituant. Tout ça est totalement... c'est très subversif, et c'est très bien d'être... Enfin, subvertir un ordre de domination injuste, c'est pas mal, c'est bien. C'est très insurrectionnel. Mais oui, mais l'insurrection contre l'oppression, c'est nécessaire, c'est un devoir. Et donc, mais il faut le faire pacifiquement. Pacifiquement, tant que nous sommes minoritaires, nous n'avons pas la légitimité du rapport de force. Donc il faut devenir majoritaire. C'est ça qui est en train de se faire. Et quand on sera devenu majoritaire, et même largement majoritaire, là, nous serons légitimes, et il y aura juste à avancer, et le pouvoir s'en ira, naturellement.